De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et nous recevons bien évidemment les membres de l'association Wibash, dont Daryl Pézeron. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir les téléspectateurs. Alors aujourd'hui nous avons des invités d'exception, dont on va commencer par notre gauche, Loïc, qui est un représentant de la Martinique, on va dire. Tu peux te présenter Loïc? Tu peux vous la boucher. Tu peux parler. Moi c'est Mua Loïc, je suis étudiant, j'ai 20 ans, je suis étudiant en économie-gestion au campus de Fouillol. Voilà. De Fouillol, excusez-moi. Et je suis originaire de la commune de Roubaix en Martinique. Super. Roubaix en Martinique. Ça s'entend. C'est cool, hein. C'est cool. Moi j'aime bien. Donc à sa gauche on a Noémie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc Noémie qu'on connaît tous à peu près. C'est notre mais psy. je te laisse te présenter quand même pour les téléspectateurs. Alors, du coup, je suis étudiante en médecine, plus précisément interne de psychiatrie, et aussi connue sous le pseudo Miel Pop sur les réseaux. Voilà. Voilà, donc si vous voulez la suivre, vous savez déjà quoi taper. Alors, à sa gauche, William, que vous connaissez déjà tous, président de l'association Wibash. Bonsoir à tous. Bonsoir, William. À tous les spectateurs. Et puis ça fait plaisir de revenir sur le plateau après une belle absence, on va dire. Au moins moi je crois. Ouais, Ouais, non, 3 semaines. 3 semaines. Oh, 3 semaines à moi, c'est vraiment très différent tout ça. Oh là là. Pointilleux les gamins. Allez. À sa gauche, Maembe. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs, parce qu'à chaque fois tout le monde bug un peu dessus. Et donc moi c'est Mayambe, je suis consultant de la société Saka et cofondateur de la société Saka Agency. D'accord. À sa gauche, Aïva, bonjour, je m'appelle Aïva, je suis en prépa Membridge et bonjour les téléspectateurs, bonjour à tous. Donc les prépas peuvent avoir une vie. Oui, les prépas peuvent avoir une vie. les prépas peuvent venir sur le plateau, tu vois T'as ça. le temps alors. J'ai le temps, enfin le temps entre guillemets. Tu vois que tu rectifies tout de suite derrière. Ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle va réviser ce soir pour la colle sûrement de samedi. C'est ça. Et qu'il y a La pas chance que forcément- j'ai, c'est que j'ai déjà fait mes 2 calls. Tu as déjà fait tes 2 calls. J'ai déjà fait mes calls pour la semaine. C'est quoi vos calls? C'est des cours supplémentaires quoi. Non, c'est qu'on passe à l'oral devant un professeur pour montrer ce qu'on a retenu du cours. Sérieux? Ouais. C'est fréquent? Oui, chaque semaine. On a Chaque semaine. 2 par semaine. En plus des DS le samedi matin. J'espère que vous allez profiter de vos vacances. Quelles vacances? Des vacances à réviser surtout. Voilà, c'est Je ça. pense aussi. Et donc, à sa gauche, nous avons une nouvelle invitée, une représentante de Maris Project, Caroline. Coralie. Ouais, Coralie. Oh là là. Encore Ah, mais c'est ma faute, c'est ma faute. Bonsoir Ah, Coralie. Bonsoir, je suis ravie d'avoir été invitée. Donc moi, je suis experte recrutement en informatique. Je suis aussi fondatrice de la plateforme de recrutement Irobi qui s'adresse aux actifs et je représente Maris Project. Vous avez déjà une plateforme? Oui. Ah, il faudra qu'on en parle. Avec plaisir. Ça marche. Donc, avant de présenter le sujet de ce soir, qui est notre rapport avec la fête de la Toussaint, je voulais justement permettre à Coralie de pouvoir présenter l'événement qui aura lieu le 6 novembre de Maris Project. Alors déjà, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est Maris Project? Est-ce que tu pourrais nous faire une petite introduction et par la suite parler de l'événement en question? Bien sûr. Alors Maris Project, c'est une association qui a pour objectif, que ça soit au niveau régional, national ou international, de faire briller en fait les talents des Outre-mer. Donc en faisant aussi un focus sur les femmes dans le domaine de la tech. Donc il y a plusieurs événements qui sont mis en place, dont le Wada Girl Tech Day qui aura lieu le 6 novembre, dans lequel en fait on va rassembler différents acteurs, que ça soit dans le domaine du numérique, dans le domaine mathématique, scientifique et informatique. L'idée c'est de vraiment présenter le panel, le champ des possibles justement aux femmes pour qu'elles aient la possibilité demain de choisir une autre voie que le domaine du sport, que ça soit la cuisine ou l'aide ménagère par exemple. Leur montrer que oui, déjà dans ce domaine-là, il y a des femmes qui sont de talent, qui ont déjà percé dans le métier, notamment, bon, on l'avait présenté la semaine dernière, une dame, j'oublie son nom malheureusement, c'était une Martiniquaise qui avait participé à la création d'Adibou. Tu peux me rappeler son nom, Maïbé, si tu te rappelles? Nouyel Kamis. En fait, elle a Oui. participé à la création d'Adibou. Je fais la pub à sa place, mais elle a participé à la création d'Adibou. Elle a été Légion d'honneur. Et elle a travaillé longtemps chez Sony à l'époque. Et c'est elle qui a permis à Sony, si vous voulez,
passer de 0.0 à 1.1 aujourd'hui. En fait, tous les jeux qu'on joue aujourd'hui, la base, c'est essentiellement grâce à elle aujourd'hui. Ouais. Les géniaux. C'est ça. Et par rapport aux ateliers, alors je sais qu'il y a à peu près des ateliers de programmation, de cybersécurité, d'intelligence artificielle, de data. D'ailleurs, toi, tu t'occupes de quel atelier en partie? Alors moi, donc en collaboration avec Laïsa Marie et Myriam Louisi notamment, on gère le pôle RH. Donc le pôle RH notamment, c'est pour sensibiliser. Donc il faut dire que l'événement s'adresse principalement aux collégiennes et lycéennes. Donc l'idée, c'est vraiment de les préparer, de leur donner tous les outils nécessaires pour tout ce qui est l'aide à la préparation du CV, la rédaction de la lettre de motivation, la recherche de stage, et ensuite on va faire un gros focus aussi sur la posture. Même si je suis stagiaire, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience, comment je peux me mettre à un certain niveau, me présenter d'une certaine façon, avoir une certaine posture face à un recruteur et lui montrer finalement que j'ai quand même des choses à présenter, même si je n'ai pas 15 ans d'expérience. Car l'image, mine de rien, a une répercussion assez énorme sur si oui ou non on va être pris ou pas du tout en fait. Oui, effectivement. Après, dans un entretien déjà, malheureusement, on est jugé sur à peu près 90% de notre potentiel. Donc l'image, la présentation en entretien, c'est très 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 important. Donc, c'est un message que j'envoie aux collégiens et lycéens. Prenez de notes et justement, je rappelle, est-ce que tu peux rappeler les lieux où aura lieu cet événement justement? Alors, les lieux, on est en train de cibler justement par rapport aux différentes opportunités que nous avons. Mais ce qu'on prévoit, c'est de le faire aux abîmes dans un premier temps. Et sur le pôle RH, on propose aussi, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne sont tout simplement pas sur le territoire, je propose en tout cas de faire les mêmes sessions, le même planning en digital. En digital. Voilà. Donc, juste pour rappeler les différents lieux, enfin si tu peux, vas-y William, parce que je sais que justement tu seras à Basse-Terre, si je ne me trompe pas. Alors pour la Basse-Terre, en fait, c'est pas encore sûr, dans le sens où nous cherchons justement un endroit, un lieu pour le faire. Donc si parmi les téléspectateurs, quelqu'un qui possède en fait un lieu, une bibliothèque, un hôtel, dans le meilleur des cas, hôtel Saint-Georges, voilà, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas? Et ou autre en fait endroit, une salle polyvalente, même en fait un établissement scolaire qui souhaiterait en fait participer et mettre aussi en fait la main à la pâte. Et donc voilà, nous cherchons en tout cas des lieux pour la Basse-Terre. Et donc, il y aura aussi à Jarry, dans les locaux de Guadeloupe Tech, où il y aura aussi des ateliers qui seront mis à disposition pour les lycéens et les étudiants pour qu'ils puissent découvrir tous les champs de possibilités qui sont proposés dans ce domaine-là. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir transmettre l'information dans tous les établissements scolaires parce que c'est vraiment un événement dédié à la jeunesse, donc notamment les filles. Donc, profitez-en et découvrez ce milieu-là. Bon. Alors, le vif du sujet. Le vif du sujet. Alors nous allons aborder justement le sujet de la Toussaint, puisque la semaine prochaine, on sera en plein dedans. Et justement, on s'était dit, tiens... qui va mourir cette semaine? Au-delà de qui va mourir cette nouvelle, quel est le rapport que nous avons actuellement vis-à-vis de cette fête? Puisque à travers les années, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas son origine, c'est une fête catholique, chrétienne, qui s'est propagée à travers le monde et notamment chez nous où nous le sommes réappropriés. Ils l'ont propagé. Oui, ils l'ont propagé. Ouais. Et de là, de force, et nous nous sommes réappropriés. Et de là, chacun d'entre nous, à travers nos parents, je pense qu'on a tous des souvenirs assez différents sous la question. Et il faut y aller direct dans le vif. Oui. Alors, qui est-ce qui va nettoyer les caveaux à la Toussaint? William? Moi, toujours avec un seau, une éponge et puis des grattoirs, des brosses, etc. On va nettoyer. Pourquoi? Alors, pour moi, c'est on va dire, techniquement, il faut nettoyer chez soi tous les jours, balayer chez soi tous les jours. Même si, en fait, nos défunts vivent par nos souvenirs et dans notre cœur, on va dire un peu que leur dernière demeure doit rester propre. En tout cas, corporelle, physique, ça reste quand même leur tombe. Et donc, pour moi, c'est un respect pour eux et une habitude
pour moi, le fait de les respecter, de leur montrer en fait qu'on prend soin quand même d'eux, même s'ils ne sont plus là, et qu'on pense à eux, c'est justement d'entretenir en fait leur dernière, en tout cas, maison, entre guillemets, où leur corps physique est installé. Mais sur le plateau, qui a déjà nettoyé une tombe? Vous êtes trois? Moi, je m'arrange toujours pour porter les bougies. C'est déjà bien. Tu rentres quand même dans le cimetière. Oui. Okay, Bah, faut les déposer. C'est déjà ça. Noémie, c'est pas trop. Un peu, mais toujours aidé de mes parents. C'est vrai que pour nous, c'était une tradition familiale. Bon, je dis c'est toujours. C'est juste que maintenant, comme je fais mes études en hexagone, je ne suis pas là cette période normalement. Mais tu as eu le temps de voir comment ils le faisaient en hexagone ou pas spécialement? Non, pas du tout. C'est vrai que le sujet de la religion, c'est pas trop mon délire, entre guillemets. Je respecte les traditions de ma famille. C'est vrai que j'aime passer du temps avec ma famille, mais déjà il faut distinguer la Toussaint et le lendemain de la Toussaint, qui est le vrai jour des défunts. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Du coup, c'est vrai qu'il y a un abus de langage par rapport à ça. Du coup, la fête des défunts, c'est vrai que je la fête. C'est-à-dire qu'on va sur les caveaux, on apporte des fleurs, des bougies. Mais la Toussaint même, je ne l'ai jamais fêtée puisque je ne suis pas pratiquante de la religion catholique. D'accord. Mais je trouve quand même qu'il faut respecter les habitudes de chacun, sans animosité, mais voilà. Loïc? Ah, moi j'ai toujours fêté la Toussaint. Donc en Martinique on fait ça aussi? Oui. Ah ouais? Oui, on va au caveau, on pose des bougies, des fleurs. Nettoyage, repeindre un petit coup de peinture, des fleurs. Oui, ça dépend de qui veut le faire. Mais sinon après c'est le grand repas qui se fait avec la famille. C'est l'occasion de rencontrer par moment des cousins, enfin d'autres membres de la famille qu'on n'a pas vus depuis des années ou alors qu'on découvre par moment. Ouais. Et la question que je me pose par moment, est-ce que actuellement, avec tout ce qui se passe, le plan sanitaire, on en rigolait tout à l'heure. Pas tout de suite, mais on va en arriver. Pas tout de suite. Mayembe voulait intervenir. Moi, c'est un peu plus délicat parce que moi, je pense qu'il faut quand même remettre les choses dans leur place et dans leur contexte. En tant qu'étudiant d'un Niger, je ne peux pas laisser passer le fait que la Toussaint, que la vie après la mort, que ça vient de l'Europe. C'est faux. Ça vient de l'Afrique et ça vient notamment de l'Égypte antique. La première fois qu'on parle de vie après la mort, ce sont les Africains, ce ne sont pas les Européens. Il faut qu'on soit clair sur ça. Ensuite, et la preuve, il suffit d'aller dans le tombeau de Saqqara, 5000 avant Jésus-Christ, celui qui est né en soi-disant l'an 0. Donc 5000 ans avant lui, il y avait déjà le concept de la vie après la mort. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait ce parallèle facile, parce qu'on a été quand même colonisé, donc on pense que tout vient de l'Europe. Mais les Grecs même avouent que la première fois qu'ils ont enterré quelqu'un, c'est parce qu'ils ont été en Égypte. D'ailleurs, comme j'aime le dire, et comme M. Moutondi aime le dire, le premier Grec intelligent a été étudié en Égypte. Donc il faut bien comprendre que je préfère mettre passer à la télé le fait de le dire parce que c'est très important. On a cette facilité de dire que la Toussaint, la vie après la mort, que le concept que ça vient d'Europe, mais c'est absolument faux. Ensuite, d'ailleurs, excuse-moi de te couper, il a été prouvé que tous les peuples du monde avaient une fête où ils rendaient hommage à leurs défunts. La base est la même. Voilà, c'est ça. La base est toujours la même. C'est-à-dire tous les peuples du monde qui ont été civilisés par l'Afrique, parce qu'il faut bien expliquer les choses, tout le monde est parti d'Afrique qui a été civilisé. L'Afrique a civilisé le reste du monde. Est-ce que vous saviez quand même à le dire? Est-ce que tout le monde sur le plateau est au courant que l'Afrique a civilisé tout le reste du monde? Mais le premier être humain vient d'Afrique, donc c'est lui qui est parti, qui a après civilisé l'Afrique. Mais bon. Ensuite, ces personnes avaient une spiritualité. Effectivement, lorsqu'on fait des comparatifs de spiritualité ou spirituelle, on constate qu'effectivement que la majorité des personnes ont les mêmes pratiques. Les mêmes pratiques, qu'elles soient, peu importe le continent, peu importe le pays. Ensuite, la religion a créé ces différences et a créé après tout ce qui existe aujourd'hui. Mais lorsqu'on fait un regard de la spiritualité et des proto-histoires, des comment je pourrais dire, de l'essence même des civilisations actuelles, tout le monde faisait quasiment la même chose. Donc c'est vrai qu'en Guadeloupe, certaines personnes ont du mal à l'entendre, ont du mal à le comprendre, mais c'est une vérité scientifique, c'est une vérité historique. Et lorsque le Guadeloupéen aujourd'hui justement aime aller sur les caveaux, nettoyer et autres, mais tout ça en fait c'est une pratique africaine, c'est pas du tout une pratique européenne. Et tu as posé la question à Miel Pops, c'est bon, je peux à Miel Pops, qui dit moi je suis allé par curiosité, et c'est absolument, déjà bon il fait froid, donc voilà, et il n'y a absolument rien, quoi, c'est mort.
Donc, c'est vrai, ils mettent pas de bougies là-bas. Ils font rien, y a rien. Ils sont pas très sur l'hommage aux ancêtres, tu penses? Non, comme nous, où on s'assied avec le canari, on discute, tu rencontres des personnes, pas du tout. Et l'hommage aux personnes défuntes, c'est pas du tout la même pratique. C'est fait, et moi, je profite de ce passage à la télé pour bien expliquer que c'est un concept africain, égyptien, et c'est pas du tout un concept européen. Et d'ailleurs, c'est juste pas possible. Les Européens n'intéressent pas leurs morts, de toute façon. Ben, c'était des nomades. À la base, ce sont des nomades. C'est-à-dire, et je veux laisser la parole aux autres, mais ce qui est important, c'est que la première fois où quelqu'un a une maison, a une porte d'entrée pour pouvoir s'asseoir et jouer à la PlayStation si vous voulez, c'est en Afrique. Donc du coup, elle se disait, ben, je peux enterrer mon mort à côté et aller le voir le lendemain. L'Européen qui était nomade, ben, il pouvait enterrer quelqu'un, disons, à Mornalo, et ensuite il devait aller à Basse-Terre, donc il n'a pas le temps de retourner voir ses défunts. Donc à ce niveau-là, il faut qu'on soit clair, et j'invite les Guadeloupéens à se renseigner à ce niveau, même si de plus en plus ils sont instruits et connaissent justement l'origine de plus en plus de la fête de la Toussaint. Et toi, Maëva? Moi, quand j'étais petite, j'avais pour habitude d'aller sur la tombe de mon arrière-grand-mère. Et très souvent, on se retrouvait en train de manger sur la tombe. C'est-à-dire qu'on nettoyait tous ensemble, on mettait tous une bougie et on attendait le reste de la famille qui venait très souvent avec de quoi manger. Et on parlait, on découvrait des gens de la famille. C'était très convivial. C'est vrai que de nos jours, j'observe que cette pratique-là, en tout cas pour ma part, se fait de moins en moins. C'est-à-dire le fait d'aller manger sur la tombe, j'observe que ça se fait de moins en moins. Même s'il y a quelques familles qui le font encore, quand je vais voir sur la tombe, je vois quelques familles qui se retrouvent. Même ça arrive parfois qu'on aille sur une tombe et qu'on croise un ami il y a longtemps. Et après, bon, la partie un petit peu triste, des fois on apprend la mort de quelqu'un justement en allant auprès de ces tombes. Mais c'est toujours un moment où convivial, où on rencontre des personnes qu'on aurait oubliées par le passé. Mais ça te paraît pas un peu bizarre, moment convivial, chez les morts, enfin en plein dans un cimetière? Mais c'est-à-dire qu'en un sens, la chose qu'on a tous en commun, c'est que on a tous en commun, c'est un peu gros de dire ça, mais qu'on a tous en commun, c'est que tôt ou tard, on va tous y passer. Donc, c'est-à-dire que quand on voit la mort de quelqu'un d'autre, c'est quasiment impossible de ne pas être, de ne pas être touché par cela. Donc, en un sens, on est tous ensemble, on est tous unis dans la tristesse de voir un proche qui est mort. Après, au-delà de la tristesse, on se dit toujours, on est là pour lui rendre hommage. Et derrière, moi, dans ma famille, on avait l'occasion de voir tous les frères et sœurs de l'arrière-grand-parent et tout. Il fallait tous les voir. Alors, ce qui faisait qu'on prenait énormément de temps pour aller dans chaque cimetière pour dire oui, il y a oncle là, oncle Daniel, oncle Willy, tati là. Mais c'est bizarre que nos réunions de famille quand même soient un peu beaucoup concentrées sur les veillées et les visites aux morts, quoi. Il y a Noël aussi, mais... Effectivement. Qu'est-ce qui rapproche le plus la famille? Quels sont les événements qui rapprochent le plus la famille? La vie et la mort? La vie et la mort, la plupart du temps. Tout à fait. Mais la plupart du temps, en fait, c'est la mort. Parce qu'en fait, la naissance de bébé, bon, quand il y a là, c'est si bien compliqué. Mais même, en fait, au niveau, en fait, des veillées, c'est là, en fait, où les deux parties en soi de la famille se réunissent, bon, ils sont là pour quelques heures, etc. Et ça tourne bien, quelquefois ça tourne mal, mais c'est la mort en fait qui réunit la plupart du temps. C'est pas paradoxal ça. C'est triste quand même. C'est triste. Moi, à chaque fois que je suis là, je dis est-ce que c'est une chance que la personne est en train de nous offrir, essayer de se retrouver? C'est une chance de quoi? Pour se retrouver, mais on n'est pas censé. On n'est pas censé en arriver à ce stade-là, c'est vrai. Après, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on se retrouve dans ce schéma-là où on se dit ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oh, ça. Le gars nous a réunis, on va se revoir et au final on se revoit pas et une autre personne décède et on se retrouve dans le même schéma. Donc une forme de cycle. Enfin. Ouais. Et Coralie, justement, pour ta part, vu que tu es un peu plus... je vais pas dire le terme, mais voilà. Plus quoi? Expérience. Enfin non. Année d'expérience. Enfin bref. J'ai rien compris, David. Non, tu m'as compris. De l'âge. Enfin bref. Comment dans ta famille et tout, comment vous l'abordiez Alors c'était moins festif, effectivement, parce que quand tu dis on mangeait, on s'installait, alors de mémoire. Vous n'avez pas ça, non. Il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de pique-nique. Non. Et puis il n'y a pas trop la place, je trouve. Après, ça dépend. Il y en a qui s'asseyent sur le carreau.
Alors, je suis dans mon halo, il y a de la place. Mais c'est climatisé. Climatisé. Ah ouais, c'est super. C'est ventilé, Il y a un bel investissement. Mais les gens s'assoient en général, ils s'assoient sur le caveau et bon. Mais il y a des caveaux spécialisés, aménagés pour ça, quoi. Oui, les gars, ils ont appartements. Ah oui, mais moi j'adore aller dans certains caveaux. Hein. Les gens qui vont entendre ça, Chacun ses mais il y a des personnes qui viennent avec leur chaise carrément. C'est-à-dire on peut s'asseoir, on est au balcon, on a vu sur mon halo. Oui, j'ai vu qu'il y a des mini caveaux à étage. Enfin, mini caveaux, des caveaux à étage. À étage, avec traiteur qui vient. Et après, il part dans l'eau et tout. Troisième, non? J'aurais bien aimé. On y est presque. Et c'est normal. Pour tout le monde, c'est normal. Pour moi, c'est normal, dans le sens où, encore une fois, je reviens à ce parallèle avec l'Afrique et l'Égypte antique, c'est tout à fait normal de penser à un défunt. Je sais pas, je vais prendre l'exemple d'un film qui est passé à la télé, peut-être 3-4 ans, Coco, un petit capéro qui voulait... voilà, mais voilà, donc on peut faire un film autour de la mort, et c'est pas pour autant que ça choque, au contraire, c'est même magnifiquement exposé. Donc après, c'est quelle conception que nous avons de la mort. Et encore une fois, moi je pense, et je suis limite convaincu que le Guadeloupéen a ce rapport en se disant la personne n'est pas vraiment décédée en fait, ça n'a pas été un coup d'arrêt. C'est ça en fait, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment ce n'est pas, voilà, comme je dirais une course cycliste, j'ai gagné, je lève les bras, après c'est fini. Non, il y a quand même une suite et c'est pas une fin définitive. Et comme dans le film Coco, par exemple, c'est très bien dit, une fois que la personne ne pense plus à elle, elle disparaît pour toujours. Donc c'est une façon aussi de garder ces personnes dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos mémoires et de construire aussi l'humanité. Certains voient la vie éternelle finalement comme le souvenir et le fait de se régénérer dans ses propres descendants. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de se régénérer dans ses propres descendants. Et après, on peut entrer dans la spiritualité, entre le rapport... Après, on n'est pas limite comme Coco, où là, ils vont chercher carrément les ossements. Et ils vont ramener les ossements à la maison, tranquillement. Ça se fait, hein. Oui, mais je sais, c'est très pratique. Mais tu sais, on n'est pas encore à ce level-là. Mais tu sais, en Afrique, il y a des gens, ils enterraient leurs défunts à côté de la maison, de la famille. Mais normalement, ils devaient être au cœur du village. Avant, les cimetières étaient au cœur des villages. Il y avait un moment Dieudonné qui avait fait une parodie de ça en disant, regarde, nous, avant, on mettait le mort à côté de la maison, c'était familial et tout. Voilà, on allait voir mamie à tout moment. Là, on fait comme si les morts, c'était une décharge publique. On les met loin des vivants. Justement, qui les ont mis à l'extérieur des villes. Normalement, ils étaient au centre des villes et après, on les a mis à l'entrée, enfin en périphérie. C'est extrêmement simple. L'une des plus grandes merveilles du monde, c'est quoi? Ce sont les pyramides d'Égypte. Mais les pyramides d'Égypte, techniquement, c'est un tombeau. C'est des tombeaux. Donc, ce sont des tombeaux. Donc c'est bien pour montrer que même dans la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui, l'humanité, entre parenthèses, parce qu'il y a des gens, voilà. Mais dans la civilisation qu'on vit aujourd'hui, la mort est un principe tout à fait connu et qu'on utilise. Est-ce que vous avez peur de mourir? Parce qu'on va faire la coupure pub et on va changer de thématique. Est-ce que vous avez peur de mourir? Non. Mayambe, tu n'as pas peur? Non. William? No fear of dead? Non, moi, j'ai pas peur. En fait, moi, je vois un peu la mort comme une libération, personnellement. D'accord. Voilà. C'est étrange ce que tu dis. Ouais, mais en fait, c'est un peu une libération. Justement, ouais, tu vois un petit peu. C'est comme c'est ça. Chacun sa manière de fêter la mort, de voir la mort. C'est-à-dire que certaines personnes voient la mort comme étant quelque chose d'effrayant, comme étant quelque chose qu'il faut absolument mettre de côté. Oublier, occulter. Alors que t'en as d'autres qui font un avec ça. C'est-à-dire que pour eux, la mort, c'est pas une fin en soi, il y a un après. Et t'en as d'autres et chacun a sa manière à fêter la mort. Certains, c'est d'aller sur la tombe. D'autres, rien que de penser aux défunts suffisent. Chacun a sa manière de faire et chaque manière est bonne. Mais ta vision de la mort, ce serait quoi? Ma vision de la mort, pour moi, la mort, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est mort, on vit toujours dans les souvenirs des autres. On est toujours dans les souvenirs des autres, on vit toujours dans les souvenirs des autres. Et pour pas parler de réincarnation, je sais pas que je ne crois pas à la réincarnation, mais pour moi, qui est réincarnation ou pas, on vit dans les souvenirs des autres, dans tous les cas. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on continue à penser à nos défunts, qu'on pense à eux, qu'on les pleure encore ou qu'on se rappelle encore des bons souvenirs, pour moi, c'est une manière à elle seule de fêter nos morts. La semaine prochaine, vous irez ? Bien sûr. Déjà, Loïc, est-ce que tu retourneras en Martinique? Je ne sais pas si ce sera possible. Tu vas envoyer une bougie je peux même dire à ma mère de déposer une bougie pour moi, pourquoi pas. Tout simplement. Et toi, Noémie, vu que tu vas partir, est-ce que tu seras déjà parti avant? Je ne serai pas là, mais j'aimerais juste parler de la vision de la mort. Je trouve qu'au XXIe siècle, la mort, c'est devenu un business.
déjà, bon, par rapport à toutes ces histoires de pompes funèbres et compagnie, même si je respecte quand même la tradition. Il y a mais quand même du aussi, business. Là, au niveau médical, donc les laboratoires parfois jouent de ça et en faisant peur aux gens, puisque c'est bien connu que l'être humain, dans le fond, a peur de mourir. Et c'est justement pour ça qu'on essaye au maximum de prolonger notre vie. Et finalement, c'est vrai que ça pose des questions plutôt philosophiques, à savoir est-ce que c'est forcément une bonne chose ou non de prolonger sa vie et à quel point. D'accord. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles. Donc je ne dis pas que la santé est inutile, hein. Il y a des choses qui sont utiles, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui sont moins utiles et qui sont commercialisées au profit justement de cette peur de la mort qu'ont les êtres humains. Donc il faut vraiment que les gens aient conscience de ça et fassent un effort, un travail sur eux aussi, sur leur vision de la vie et de la mort également. Pour toi, on instrumentalise limite la mort pour moi, créer des marchés. Oui, clairement. Je me pose même la question si justement la peur de vieillir n'a pas justement un lien avec la peur de la mort. Oui, c'est intimement lié. Oui, forcément, et puis ça fait pas très plaisir d'être vieux. Enfin, quand tu es vieux, t'es moins fonctionnel. Après, on a tendance à dire que, on a tendance à dire que le creux de la vague, c'est vers les 40 ans, 50 ans, et que justement c'est... Le creux de la vague. Le creux de la vague. Au moment où on est le moins heureux, c'est vers les 40 ans, 50 ans, mais que c'est après, justement, une fois qu'on a tout vécu, où on se laisse vivre réellement. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment de limite d'âge. Tout dépend de comment tu vis ta retraite, de tes activités, si tu aimes la vie, tout simplement. Moi, j'aime la vie, j'ai pas envie de mourir, donc je sais pas que j'ai peur de mourir, mais simplement je trouve que j'ai encore des choses à faire sur Terre. Et du coup, je préfère ne pas penser à la mort. Et donc tu éludes un peu la question. Voilà, c'est ça. Non, c'est un choix. Peur de la mort ou pas peur de la mort? Alors, ça sera peut-être bizarre mon anecdote, mais je me suis endormie, par exemple, hier, et ce matin, je me suis... que tu as ressuscité. Non, et en fait, ce matin, je me suis dit, je me suis réveillée. Mais entre-temps, j'ai pas réalisé que je dormais. Donc, pourquoi avoir peur simplement de ne pas exister, en fait? Parce que je pense que c'est ça, on s'inquiète plus du mal que ça nous ferait à nous de ne pas être là, plutôt que le mal que ça ferait aux autres du fait qu'on ne soit pas là. Je pense qu'elle est là, la crainte vraiment de mourir. C'est magnifiquement dit. Merci. Et simplement, je me suis dit, moi aujourd'hui j'ai une fille de 2 ans, l'idée c'est, ok, on va dire je suis morte, mais l'idée c'est vraiment de faire tout pour que elle, quand je suis pas là, qu'elle vive bien en fait, au final. Mais donc tu sais de que mon ce sera vivant, plus trop un de tes soucis. Oui, mais je serai morte paisiblement. Le travail aura été fait. En tout cas, en tant que vivante, faire le maximum, comme disent les jeunes, pour la mettre bien. Et après, qu'advienne que... Oh la vieille. Demande à une certaine personne qui voulait parler de mon expérience. On a fait 10 ans d'écart. Pour finir rapidement, malheureusement, je ne pourrais pas donner. J'espère qu'en tout cas, qu'on n'aura pas droit au pass sanitaire. Non, le pass sanitaire. Ah, le pass sanitaire dans les cimetières, oui. J'espère qu'on ne va pas arriver à cette extrémité, qu'il faudra être vacciné pour pouvoir rentrer dans nos cimetières, pour rendre hommage à nos défunts. On va pas contaminer. Donc, enfin bref, c'était juste pour parler de ça rapidement. Et passage à la pub. De retour dans le focus, on va laisser de côté la thématique de la mort pour parler de l'identité du genre, un sujet qui nous a été proposé par Noémie. Oui, c'est ça. En psychiatrie, c'est vrai que les sujets de société m'intéressent beaucoup et puis je trouve que c'est un sujet d'actualité puisqu'on voit justement certaines personnes revendiquer des genres qui sortent un peu des codes de la société à l'heure actuelle. Donc ces personnes arrivent à s'assumer de plus en plus facilement. Du coup, on va en parler, on va un peu expliquer aux gens déjà la définition. Donc le sexe biologique, donc homme ou femme, c'est par rapport aux organes qu'on a à la naissance. Et le genre, du coup, c'est une construction sociale des rapports entre les individus. Donc par exemple, on a le genre masculin, le genre féminin. Par exemple, moi, je suis née femme et je me considère comme une femme. Donc mon genre correspond à mon sexe biologique. D'accord. Et donc on a des personnes qui prennent une identité de genre différente de leur sexe biologique. Par exemple, les transgenres, donc ils vont naître hommes et ils vont se revendiquer femmes. Vous avez aussi les non-binaires, donc ce sont des personnes qui vont se revendiquer soit ni homme ni femme, soit à la fois femme et homme. Et on a aussi les gender fluid, donc ce sont des gens qui vont changer... Gender fluid en anglais. Donc ce sont des gens qui vont changer de genre, voilà, en fonction des moments
voilà, de leur Donc un jour ils sont une femme, un jour ils sont un homme. Voilà, c'est ça. Ça dépend des jours. C'est ça. Et donc on voit même des nouveaux pronoms apparaître. Donc par exemple le pronom Yel qui exprime la neutralité, puisqu'on sait que il, elle, c'est très connoté, c'est très genré. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a de nouveaux termes qui se développent. Donc Yel. Voilà. Tu es à la fois il, à la fois elle. Tu es Yel. C'est ça, mais il faut bien faire attention. Donc c'est pas parce qu'il y a aussi les expressions de genre. Donc par exemple, porter une robe dans la société, c'est exprimer un genre féminin. Mais vous avez parfois des hommes qui portent des vêtements féminins dans la société, voilà, sans forcément se revendiquer en tant que femme. Donc c'est-à-dire qu'ils se considèrent comme hommes, mais ils s'expriment différemment. Et donc pour ça, je vais vous proposer de prendre une interview téléphonique avec une personne qui a bien voulu nous donner son témoignage. Donc si on peut l'appeler. Ok. Jordan, est-ce qu'on peut avoir effectivement le témoin en ligne? Il est là? On l'a en ligne. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, du coup, moi, c'est Garda, du vrai prénom Axel. Je suis un homme, j'ai 25 ans, je suis de la Martinique. Je travaille en tant que vendeur dans le capillaire en Martinique sur le secteur de Port-de-France. D'accord. Ok. Du coup, tu m'as dit que tu es un homme, donc tu te considères en tant qu'homme, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut passer ces photos en même temps à l'écran pour qu'on sache, pour qu'on voit? Montre-nous ça, Jordan. On voudrait avoir le profil effectivement de Carda qui est en ligne avec nous. Voilà. Donc, par exemple, ah oui, quand même, Carda. Hein. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il se considère comme un homme, mais pourtant son expression de genre dans notre société est plutôt féminine. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà comment tu te sens dans la société par rapport à ton look? Alors moi, je me sens forme malgré tous les artifices et tout. Je suis un homme, je suis homosexuel, mais je ne me considère pas comme transgenre ou homosexuel comme certains le pensent et tout. On pourrait plus me rapprocher dans la catégorie queer, mais bon, je ne me catégorise pas non plus par rapport à tout ça. Je vis vraiment par rapport, on va dire que j'ai mon identité à moi, que je me suis créé mon identité. C'est-à-dire, par moment, on peut même m'appeler la femme à barbe, par exemple, par rapport à cela, et tout. Mais je sais que je suis un homme et je n'ai pas envie forcément de changer de sexe, comme certains ressentent le besoin vraiment. D'accord, donc on va expliquer pour les téléspectateurs. Queer, du coup, c'est un terme qui vient de l'anglais, qui signifie, qui sort un peu des codes de la société. Donc exactement comme la Carda. Et est-ce que justement ça t'a causé quelques souffrances peut-être par rapport au regard des autres, aux remarques des autres? Honnêtement, pas vraiment. Je pense que j'ai eu de la chance comparé à beaucoup d'autres de ne pas avoir eu genre être agressé ou insulté, des choses du genre. Je pense que j'ai pas quand même début de vie quand même assez agréable par rapport à ça. J'ai pas eu d'ennui par rapport à ça. Bon, on va dire que par rapport au collège, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est les jeunes, ils sont beaucoup plus jeunes, on va dire un petit peu moins mûrs. Donc du coup, par rapport à ça, ça a pu rigoler et tout, mais sans plus. Et c'est vraiment arrivé au lycée que j'ai commencé à m'affirmer, que je suis arrivé en classe de seconde, que je me suis éloigné en fait, parce que j'ai fait toute ma scolarité avant le lycée dans ma commune d'origine. Et lorsque je suis arrivé au lycée, j'ai voulu changer pour un peu m'éloigner de tout le monde, pour on va dire, me refaire, me recentrer sur moi-même et tout. Donc du coup, arrivé au lycée, j'ai pu vraiment créer mon identité, me dire que ce que je suis vraiment, et c'est là que j'ai vraiment découvert que j'étais effectivement homosexuel, et que j'ai découvert tout le côté féminin par la suite, par rapport à certains de mes amis que j'ai eu toujours, que je considère comme des sœurs. À l'heure actuelle, je dis sœurs parce que ce sont des transgenres actuellement. D'accord. Et donc c'est grâce à ça que j'ai pu la découvrir et que j'ai pu devenir ce que je suis actuellement. D'accord, ok. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a des questions, attends. Ah oui. Il y a même le plateau qui a des questions pour Carda. Il y a des communautés, enfin, je ne sais pas si c'est des assos, je pourrais les qualifier, qui justement regroupent les transgenres. Je prends l'exemple de la Martinique, vu qu'il est en Martinique, pour pouvoir mieux en discuter, parler et faire entendre leur voix, en fait. Est-ce qu'il en existe chez vous? Oui, en Martinique, oui. Par exemple, il y a Aide. Je ne sais pas s'il y en a en Guadeloupe aussi, mais en tout cas, il y a Aide en Guadeloupe, en Martinique, pardon.
Et c'est une association qui aide justement tout ce qui est homosexuel, transsexuel, etc. Et qui leur permet de se réinsérer dans la société, aussi de pouvoir se retrouver en cas de souci avec la famille ou autre, pour aussi vous leur permettre de valoir leurs droits dans la société, au cas où ils se font agresser, pour avoir un avocat et tout. Et ils sont là, ils accompagnent justement toutes ces personnes. Et par rapport aussi à tout ce qui est maladie, MST, etc. Ils les aident par rapport à ça, ils conseillent et tout. Très bien. Ici en Guadeloupe, pour préciser, c'est l'association Amalgame Humanis qui s'occupe justement des jeunes un peu différents qui ont des problèmes avec leur famille ou avec leur entourage, quitte à les héberger. Enfin, ils offrent des solutions. William. Donc bonjour, Lacarda. Je voudrais en fait avoir une question. Parmi les personnes qui, on va dire, ont encore des doutes pour pouvoir s'affirmer telles quelles, est-ce que tu pourrais leur donner des conseils en fait, ou les rassurer, ou leur donner en fait une démarche peut-être à suivre pour que, on va dire que la culture ou les mentalités de certaines personnes, on va dire, sont un peu plus limitées ou restreintes. Quelle approche en fait il faudrait avoir, que ce soit par ton expérience ou par ton observation, quelle approche faudrait avoir pour ceux qui voudraient justement prendre courage et s'affirmer tel quel? En fait, il n'y a pas vraiment d'approche, on va dire, parce qu'en fait, chaque personne a sa vie, chaque personne a ses obstacles, et donc du coup, ils ne pourront pas voir les choses de la même façon. Certains ont la facilité, comme moi, j'ai eu de pouvoir vivre sa vie pleinement, sans souci, et d'autres, par rapport à leur, on va dire, leur entourage, la famille, amis et autres, ne pourront pas forcément s'exprimer par rapport à ça parce qu'ils savent qu'ils seront rejetés. Donc il y a la peur de tout cela qui se mélange un peu à l'envie de s'assumer et tout, mais malheureusement, certaines choses les bloquent. Moi, ce que je conseille, c'est que d'essayer de prendre son mal en façon déjà et par la suite de tâcher le terrain à chaque fois, de pouvoir, avant de vraiment dire la chose, par exemple, de faire son commune auprès de ses parents, de poser des questions, savoir comment eux ils ont interprété la chose, d'écouter comment ils parlent des autres, ce qu'ils voient et tout. Parce qu'en fait, moi, je ne conseille pas aux gens de se pousser vraiment dans le commun directement sans vraiment calculer ce qu'ils peuvent perdre, en fait, parce qu'ils peuvent perdre beaucoup. J'ai connu des gens qui se sont retrouvés à la rue par rapport à ça, donc je ne le conseille pas forcément aux autres. Franchement, le seul conseil que je peux leur donner, c'est de prendre leur temps, d'essayer de vivre avec la société actuelle. Les mentalités évoluent un peu, on va dire quand même, parce que comparé à avant, ça a beaucoup changé. Donc, de prendre leur mal en patience, d'essayer d'avancer, de se confier aux bonnes personnes et de se protéger quand même par rapport à toutes les autres personnes, en fait. Il y a une partie de la société, finalement, qui n'est pas encore prête, on va dire, au coming out et à voir de nouveaux genres s'exposer. En Martinique, je pense que c'est déjà un peu plus détente, on va dire, qu'ici en Guadeloupe. Comment tu vois l'évolution, puisqu'il y a beaucoup de critiques à votre rencontre sur le fait notamment que maintenant vous soyez plus diffusé, vous soyez plus médiatisé et que vous pourriez avoir un impact sur les jeunes, voire les très jeunes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Franchement, je n'ai pas vraiment de réponse à ça parce qu'en vrai, ils n'ont pas vraiment menti. C'est un peu la vérité. Lorsque l'on voit des gens à la télé, ça a forcément un impact. Après, est-ce que ça aura un impact sur la sexualité à venir des jeunes? Ça, je ne pourrais pas vraiment dire si c'est vrai ou non, parce que je ne suis pas dans leur tête. Mais en tout cas, effectivement, je trouve ça dommage que la société soit bloquée par rapport à tout ce qui est homosexualité et tout. Parce qu'en fait, comme j'ai toujours dit, c'est notre vie, c'est notre choix de vie. On a le droit de vivre comme on veut, du moment que ça n'impacte pas la vie d'autrui. Donc c'est pour ça qu'on a souvent du mal à comprendre la réaction de certaines personnes par rapport aux homosexuels et tout, en fait. C'est bien dommage, mais je sais que ça évolue quand même, parce qu'avant, on peut le dire franchement, avant, même en Martinique, c'est pas facile pour l'homosexuel de vivre, de sortir ou même d'avoir des amis ou autres par rapport à ça. Actuellement, maintenant, c'est un petit peu plus facile, comme justement, nous sommes un petit peu plus à l'affiche, on va dire, puisqu'on nous retrouve beaucoup plus dans les films, beaucoup sur les réseaux et autres. Donc, du coup, par rapport à ça, ça pèse les esprits, ça les permet aussi de s'ouvrir aussi. Bon, après, vous avez un carnaval qui est très libéré, aussi, hein. Ça met la puce à l'oreille un petit peu, hein. Oui, il y a le carnaval qui aide et tout, mais effectivement, c'est pas encore ça, mais ça...
Mais a priori, il y a quand même pas mal de gays refoulés, non? Ah oui. Votre réseau est plus grand que ce qu'on croit, j'imagine. Oui. Il y a beaucoup de paroles des gars qui vont te dire ah oui, ça m'a combien, pas ça, mais on sait, on les voit dans nos PV. Hein. Ah d'accord. Ils sont dans les PV, ils sont en DM. Oui. Voilà. Miguel, tu veux dire quoi? Oui, Miguel. Bonsoir. Bonsoir. Juste une petite question. Comment tu gères en fait les situations de crise ou les confrontations que tu peux potentiellement avoir, ou que même si tu as eu des témoignages de confrères à toi, si je peux dire, comment ça s'est passé dans ce domaine-là? Par rapport à moi, comme j'ai dit, j'ai pas eu forcément de soucis par rapport à la vie extérieure. De toute façon, les gens me connaissent sur les réseaux par rapport justement au fait que je m'attarde plus à ce que les gens vont dire, notamment les insultes. Mais effectivement, j'ai déjà eu beaucoup d'amis qui se sont retrouvés dans des situations un peu délicates. J'ai pas vraiment d'approche à part les réconforter ou autre, ou les aider, leur donner des petits conseils pour par la suite de faire attention ou autre, c'est des choses de base. Mais effectivement, c'est pas facile pour tous. C'est vraiment pas facile. J'ai connu des gens qui se sont fait courser dans la rue parce qu'ils se sont des trans ou autres. Même des vidéos qui ont tourné par rapport à ça. Je trouve ça vraiment bête. Ça n'a pas lieu d'être. Donc, c'est compliqué pour un homo. C'est vraiment compliqué de vivre actuellement, surtout aux Antilles, va-t-on dire. Mais même si ça s'arrange, ça reste quand même compliqué. Ok, du coup, merci. J'ai une autre question. Est-ce que tu penses que les réseaux, puisque tu en as parlé, faciliteraient l'acceptation des personnes différentes, je dirais? Oui, parce qu'en vrai, on entre dans l'ère du numérique. Donc en vrai, les réseaux ne peuvent qu'y aider. Par rapport à beaucoup de choses, ça permet de conseiller énormément sur beaucoup de sujets et tout, notamment l'homosexualité. Donc du coup, les réseaux peuvent effectivement ouvrir les esprits, parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc du coup, c'est plus par rapport à ça qu'ils sont effrayés par rapport à l'homosexualité. Il y en a qui ont peur, on va dire, d'eux-mêmes pour ne pas tomber dans, on va dire, dans ce terrain-là et tout. Mais en vrai, les réseaux peuvent vraiment aider par rapport à ça. Actuellement, tout fonctionne par rapport aux réseaux. Donc, pourquoi pas aider les jeunes ou les moins jeunes à vivre sur les réseaux, en fait. On voit par exemple Lionel Coco qui démocratise un petit peu, le mouvement. Je ne parle pas de la dernière vidéo, tu as fait ton marque sur les réseaux, mais je ne parle pas de ça particulièrement. Mais sur le style même un peu, c'est vrai que ça se démocratise un petit peu, notamment sur les réseaux. On voit qu'il y a beaucoup de comiques. Moi, il y a une question que je me suis posée dernièrement aussi, c'est pourquoi effectivement tous les comiques antillais hommes ont un rôle de femme. C'est-à-dire que... Là, je me pose la même question. Ah, vous demandez aussi, Brigitte? Oui, parce que moi non plus, j'ai pas eu la réponse. Si quelqu'un peut m'aider, parce qu'effectivement, là, je vois que tout le monde, pour être comique, ils ont besoin de se déguiser. Oui. Ça fonctionne, mais j'ai pas compris pourquoi. Ok. Et moi, j'ai une autre question. Je ne sais pas si les autres en ont encore. Après Daryl, peut-être. Moi, j'ai une autre question. Tu as bien précisé que toi, tu es un homme, donc que tu restes dans ton genre homme, genré homme, mais effectivement, donc que tu... Donc, c'est les attributs, c'est ça? Voilà, l'expression de genre est différente. Ton expression de genre est féminin. Et tu as même précisé que tu n'avais pas l'intention, par exemple, de faire des interventions chirurgicales. Pourquoi, en fait? Parce que si tu aimes les hommes, en fait, tu aimes les hommes, mais tu ne veux pas te revendiquer en tant que femme. Explique-nous ça, en fait. Pourquoi ne pas vouloir franchir le pas et finalement faire un vagin, par exemple, puisque c'est possible, en fait? En fait, j'ai déjà réfléchi plusieurs fois. Je me suis dit, bon, pourquoi pas aller jusqu'au changement de sexe et tout. Mais en fait, je me suis dit qu'en fait, c'est pas moi. Ce serait pas moi. Mon style, c'est être un homme habillé en femme. C'est ma personnalité, c'est mon personnage que je me suis découvert. Et par rapport à ça, le fait de changer de sexe totalement, je vais devenir uniquement une femme. Et c'est pas ce que je recherche, en fait. Moi, je sais que je suis né homme, je reste sur le fait que je vais rester homme toute ma vie. Je n'ai pas forcément envie de changer de sexe. Par rapport à ça, moi, je suis on va dire celui qui casse les codes. C'est-à-dire qu'un homme dans les codes de la société, un homme doit s'habiller jean, t-shirt, short ou basket, etc. Moi, mon code à moi, c'est que je m'habille comme je veux. C'est-à-dire que là, ce soir, j'ai une petite soirée. Je vais mettre cette paire de talons-là, cette belle robe-là, mettre mes fossiles, me maquiller et tout parce que j'en ai envie et parce que c'est ce qui me représente moi, en fait.
mais changer de sexe, ce ne serait pas me représenter, ce ne serait pas moi. Ok. Par rapport à ça. J'allais justement poser cette question-là. Bon, pour passer vite à une autre question, vis-à-vis de tout ce qui est emploi, etc., est-ce qu'il y a une discrimination ou est-ce que l'employeur se dit, bon, ça va, il n'a pas à rediscuter, lui, il voit d'abord les compétences de l'individu. Est-ce que... Ouais, justement. Si tu peux rajouter quelque chose que j'aurais omis, peut-être. C'est ça, effectivement. Alors, je sais que tu as bien expliqué que tu n'as pas eu de soucis au sein de ton parcours. Donc, avec Miguel, on a bien précisé sur les différents sujets, mais je voulais peut-être insister sur, en tant que recruteuse, est-ce que par rapport à ton parcours professionnel, est-ce que tu as peut-être senti cette différence d'attitude et est-ce que vu qu'on est à la recherche d'une identité, est-ce que tu te retrouves dans les descriptifs de mission, si effectivement tu es en recherche de travail ou autre? Est-ce que tu trouves que tu es... comment dire? On les met en valeur. Voilà, est-ce que tu te retrouves par rapport à ton identité, justement dans le domaine professionnel, parce que je sais qu'en tant que recruteur, aujourd'hui, on a, on va dire, l'obligation, tout comme la non-discrimination, de mettre, notamment dans les annonces, hommes, femmes, NB, maintenant. Non-binaire. Non-binaire. Voilà, le fameux non-binaire. Dans le recrutement, aujourd'hui, on a, par rapport à cet article de non-discrimination, où, donc, pour préciser, en tant que recruteur, on ne doit pas juger sur la religion, la croyance politique, le sexe, l'âge, donc tous ces éléments-là, la race, et notamment l'identité. Donc, on a cette obligation de mettre dans nos annonces homme, donc H pour homme, F pour femme et NB pour non-binaire. Donc ma question, je la reprends. Est-ce que tu t'es senti peut-être discriminé? Est-ce que tu te retrouves dans les annonces, dans le domaine professionnel? Comment? Ou peut-être améliorer les annonces, etc., pour qu'il y ait un peu plus d'ouverture d'esprit, montrer qu'ils existent en fait. C'est ça. En fait, non. Au contraire, je pense que j'ai eu un petit peu trop de chance peut-être. Mais en vrai, par exemple, actuellement, mon patron m'a recruté parce que je suis homosexuel par rapport à ça. Et parce que je suis, en vrai, comme je suis très, on va dire que par rapport au regard des autres, les hommes sont plus acceptés maintenant dans le milieu de la beauté. Et les femmes ont beaucoup plus tendance à vouloir être conseillées par un homme. Et comme je travaille justement dans une entreprise de beauté, précisément dans le capillaire, donc c'est par rapport à ça que justement mon patron a voulu que ce soit moi qui sois en boutique, qui est d'ailleurs très content que je sois là actuellement par rapport au réseau. Effectivement, par rapport à d'autres personnes, je sais que certaines personnes ont déjà eu par rapport à des échanges avec leur patron ou autre, le fait qu'ils soient gays, ça peut peut-être poser problème par rapport à l'entreprise, par rapport au regard de leurs collègues et autres. C'est dommage, mais en vrai, ça va quand même. Par rapport à toutes les discriminations qu'il y a, je trouve que l'emploi, c'est celle qui est vraiment la moins accentuée, surtout aux Antilles, peut-être en Hexagone, peut-être, mais pas en Martinique, en tout cas. Je trouve que par rapport à ça, ça va. Au contraire, les gays se font, comme j'ai dit, les gays se font de plus en plus acceptés, que ce soit en milieu professionnel ou en milieu privé ou autre. D'accord, donc c'est une sorte de discrimination positive finalement pour toi. Oui, parce que le fait d'être choisi pour... Voilà, c'est pour tes compétences, c'est pas parce que tu étais... Non, en fait, quand je dis que je suis gay, c'est parce que c'est-à-dire que, comme j'ai dit, par rapport au fait que les femmes qui peuvent être conseillées par des hommes, donc du coup, on va dire que c'est par rapport à ça. Parce que tu peux relever... Travailler dans le milieu de la beauté sont gays. Parce que tu peux relever aussi un autre sujet, c'est que moi j'entends beaucoup des hommes qui disent c'est pas parce que je suis gay que je vais faire les ongles à mon pote, c'est pas parce que je suis gay que je vais mettre des talons, c'est... Tu vois, donc le fait que tu dises que tu as été recruté parce que tu es homosexuel, peut-être parce que tu as une affinité avec le mode féminin, voilà, c'est plus ça. D'accord. L'approche que j'ai vers la femme par rapport à mon côté féminin. Ouais, pas homosexuel, quoi. Voilà. Ok. Merci. Effectivement, c'est pas tous les gays qui aiment effectivement travailler dans le milieu de la beauté. C'est ça. J'en connais j'ai des potes qui ont horreur de ça. Tout ce qui est beauté et tout, c'est vraiment travailler. Ils aiment beaucoup le travail manuel, c'est-à-dire la mécanique. C'est ça. Ou même l'agriculture, j'en connais beaucoup comme ça. Donc ça n'a rien à voir. Oui, parce que je peux en entendre d'ici dire ah non. Mais justement, il y a justement des gays, on va dire les gays soft, qui
qui restent normaux, en fait, ils ne veulent pas se faire remarquer. Et pour certains, même, ils le voient ça de mauvais œil, justement, qu'il y ait une partie de la population gay qui s'habille en femme, qui soit un peu plus, tu vois, un peu plus visible, en fait, finalement. Oui, effectivement, il y a des homosexuels qui ont des petits problèmes par rapport au fait que certains soient un petit peu plus visibles et tout. Mais en vrai, moi, j'estime que chaque personne est différente. Donc, que ce soit hétéro ou gay, effectivement, on n'est pas tous pareils. Donc, du coup, il y en a qui sont plus soft et d'autres qui sont plus extravagants, tels que moi. Mais je ne vois pas où est le problème dans ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, chaque personne... Mais le problème, c'est qu'on se dit après que vous êtes trop chiant. C'est un peu ça le problème. Ça, c'est les gays, ils sont au champ de base. Ok. Le chantier est vendu avec. Ok, y a pas de problème. Exactement. En tout cas, on te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, j'espère que ça a permis d'ouvrir un peu les esprits des téléspectateurs. Et du coup, comme mot de la fin, puisque malheureusement on va devoir finir l'émission, c'est vrai qu'on remarque que notre société devient de plus en plus inclusive. Donc, comme je vous l'ai dit, avec les nouveaux pronoms neutres qui développent. On a aussi des pays de l'Union européenne comme la Suède qui ont carrément des écoles maternelles non genrées, donc de pédagogie neutre, oui, où ils n'utilisent pas les termes filles, garçons ou les pronoms genrés, justement pour éviter les discriminations, puisqu'ils avaient remarqué que les professeurs avaient souvent un comportement différent face à un garçon ou face à une fille. Donc tous les jouets sont mélangés, les activités sont mélangées, et du coup ça permettrait aux enfants de pouvoir s'exprimer librement et de faire les choses qu'ils souhaitent faire. Donc ce serait à réfléchir peut-être. Est-ce que ce serait pas forcément une bonne chose? Docteur en psychiatrie, de quel œil tu vois ça en fait? Alors moi, j'aimerais surtout que ces personnes, quelle que soit leur identité de genre, se sentent bien et demandent de l'aide si jamais elles souffrent. Donc il y a des psychologues, des psychiatres qui peuvent vous aider. Et aussi aux personnes qui ne sont pas forcément ouvertes à ce genre de choses, de laisser les gens tranquilles, de ne pas harceler les gens, que chacun fait ce qu'il veut du moment que chacun respecte l'autre et chacun n'impose pas sa vision à l'autre. Donc on peut vivre tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Noémie, pour cette thématique. J'avoue que c'est assez sensible. Hein. Je ne vais pas souvent sur des sujets comme celui-là. Ça s'est bien passé. Oui, non, ça a été. Bon, elle a eu la très bonne idée, justement, de nous faire discuter avec quelqu'un de la communauté gay, on va dire, entre guillemets, parce que c'est pas évident de trouver des personnes qui témoignent et qui sont gays. C'est très compliqué. Il y en a qui montent au créneau, mais après, c'est vrai qu'ils se retrouvent un peu seuls à faire face à la critique. Et je passe un bonjour d'ailleurs à Ayman qui est parti de Guadeloupe parce qu'effectivement c'est le seul représentant de la communauté gay à venir sur les médias pendant que tous les autres se cachaient gentiment derrière lui et pour lui casser du sucre sur le dos. Donc là la parole se libère un petit peu. Et bon, on est pour ça à Canal 10 Télévision, vous le savez. Donc passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. On reviendra la semaine prochaine avec d'autres thématiques. Ils vont voir ce qu'ils vont nous concocter, hein, ces jeunes. Je pense qu'on aura encore des surprises. Donc après la non-binarité. Une bonne soirée à vous. On se retrouve demain. Bisous.